Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester sur l'ORTM. Bienvenue à Actu Hebdo, dimanche 9 avril 2023. Nous avons aujourd'hui deux invités. Bon, le deuxième, il va accuser un léger retard. Il s'agit de Monsieur le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Monsieur Oumarou Diarra, qui va nous rejoindre dans un instant. Mais déjà, sur le plateau, le docteur Itama Maïkouli, Christian, il est le représentant de l'OMS Somalie. Bonjour, Bonjour, bienvenue à vous, monsieur le représentant. merci. Alors, on va parler un peu de solidarité en mois Euh, de Ramadan avec monsieur le ministre qui va nous rejoindre dans un instant. Mais avant, la santé avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a célébré donc le vendredi dernier, c'était le 7 avril, la journée mondiale de la santé couplée au 75e anniversaire de l'OMS. Et le thème choisi, c'était la santé pour tous, 75 ans d'existence au service de la santé mondiale. La célébration de l'événement a été une tribune pour rappeler les progrès remarquables de l'OMS, notamment en Afrique, et les défis sanitaires, parce que les défis, il y en a, hein, les défis d'aujourd'hui et de demain, et tout cela dans une dynamique globale. Alors, le représentant de l'OMS au Mali, vous étiez là le 7 avril dernier, vous avez réaffirmé l'engagement multiforme de l'organisation dans les objectifs sanitaires du gouvernement malien. Alors, vous êtes sur le plateau une fois encore. Bienvenue. merci. D'abord, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui a aujourd'hui 75 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le contexte dans lequel cette organisation a été mise en place par les Nations Unies? Ok, bien, merci pour la question. L'Organisation mondiale de la santé, c'était sur initiative de ces pays du monde au lendemain de la guerre la plus meurtrière qu'a connue l'humanité, à savoir la Deuxième Guerre mondiale, D'accord. qui se sont dit il faudrait qu'on mette une structure en place qui pourrait s'occuper de la santé de D'accord. ces peuples. Et ils ont défini la santé comme étant un droit fondamental à tout être humain. Et à ce titre-là, il y a eu un texte qui a été élaboré, que nous parlons de constitution. Et cette constitution est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Ah, d'accord. Donc, ça fait, depuis lors, ça fait 75 ans. C'est ce qui justifie aujourd'hui, nous, nous, nous célébrons cet anniversaire de ce 75e année. Ok. Alors, et ce petit détail, on sait que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, elle s'appelait avant la Société des Nations. Est-ce que l'OMS a toujours appelé comme ça OMS ou l'OMS avait également un autre nom? Non, ça a toujours été Organisation mondiale de la santé. Ça a été toujours Organisation mondiale de la D'accord. santé, hein, depuis sa création jusqu'à à l'heure actuelle. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Alors, depuis, cette organisation a été mise en place pour s'occuper de la santé des humains sur la Terre. C'était bien cela. Ouais, ouais. Bon, est-ce que ça va dans ce sens? Oui, évidemment, ça va dans ce sens. Peut-être pour bien expliquer encore euh, comment l'organisation est structurée à l'heure actuelle, D'accord. il faut voir que l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation qui est partout dans le monde. Et dès que les pays ont constaté, ils ont vu que cette initiative était vraiment louable, il y a eu adhésion des pays de façon progressive. Et à l'heure actuelle, l'OMS compte 194 États membres, hein, y compris évidemment le Mali. L'ensemble des pays du monde Oui, alors. oui, pratiquement. Ouais. Et comment nous sommes structurés? Il y a, dans un premier temps, nous avons une direction générale qui est basée au siège à Genève. Et en dehors de ça, nous avons 6 régions dans le Dans le monde monde. entier. Et nous, ici, nous appartenons à la région africaine, qu'on appelle communément région afro, D'accord. dans laquelle le Mali se retrouve. Et cette région compte à l'heure actuelle 47 pays, c'est-à-dire 47 États membres. Ok.
Donc voici en gros la structure de l'OMS pour une meilleure compréhension de cette institution internationale qui s'occupe de la santé. Alors, pourquoi structurer l'organisation comme ça en région sanitaire? C'est comme ça que vous les appelez, région sanitaire ou bien Oui, oui, région. OK. Oui, oui, Et région. quelle efficacité recherchez-vous? Oui, puisqu'il y a des continents aux certaines particularités. D'accord. Et je crois, comme vous savez, dans toute administration, si vous voulez que ça soit efficace, il faut avoir aussi une notion de décentralisation. D'accord. Il y a des gouvernements qui vont jusqu'à des fédéralismes, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour rechercher l'efficacité, puisque les régions ont des contextes parfois assez différents. Par exemple, la région africaine, il y a des pathologies que vous retrouvez ici et que vous ne pouvez pas retrouver, par exemple, dans la région européenne, ainsi de suite. Alors, Donc, ça donne plus d'efficacité pour que le plan de travail, le plan stratégique, la politique qu'on doit mener dans chaque continent puisse correspondre au contexte de la réalité de ces continents. alors est-ce que cela n'encourage pas un peu quelques difficultés dans le traitement? Est-ce que tout est fait de façon nivellée? Est-ce que les uns et les autres ont les mêmes droits, ont les mêmes avantages quant à l'accès à la santé? Oui, ça, peut-être nous allons en parler dans les défis. Ça D'accord. constitue évidemment un défi, puisque l'objectif de l'OMS, c'est vraiment d'avoir une couverture universelle, la santé pour tous. Alors, on verra un peu plus tard Oui, si nous allons c'est revenir le cas. dessus par rapport aux défis. D'accord. Ouais, ouais. Alors, vous avez dit comment c'est structuré, combien de régions, mais qui finance? Bon, il y a plusieurs sortes de financements au niveau de l'OMS. L'OMS ne travaille pas seul, d'abord, ce qu'il faut retenir. L'OMS est plus une institution de régulation, de coordination. D'accord. Donc, nous nous appuyons à la fois sur les États membres dans le cadre de coopération. Et également, l'OMS tisse des partenariats multisectoriels dans plusieurs secteurs. Et à partir de ça, on met ensemble tout ce qui concerne les ressources, et nous avons des ressources à partir de ça. Alors, Et il y ça a veut des dire que ressources. chaque pays membre Ouais. contribue à la mobilisation de ces ressources-là. Oui, oui. Donc, chaque État paye. Oui, chaque État membre paye, apporte des ressources à l'OMS que nous appelons budget régulier. D'accord. Mais à côté de ça, nous avons aussi des budgets qui sont en dehors du budget régulier, que nous appelons des budgets extra, des fonds extra-budgétaires, qui sont souvent des projets qui cadrent avec les réalités des régions, des projets qui cadrent avec les réalités du pays, et les bailleurs financent soit à la fois la région ou soit directement le pays par rapport au contexte ou aux défis en matière de santé publique auxquels nous faisons face au niveau de ces pays ou soit au niveau des régions. OK. Voilà. Donc, plus votre contribution est faible, plus c'est là aussi. Oui, évidemment, mais nous, l'OMS ne compte Le pas. traitement du pays dépend de combien il met dans la cagnotte. C'est bien cela aussi. Oui, évidemment, mais Plus vous mettez beaucoup, mieux vous êtes bien servi. Vous êtes servi. évidemment. D'accord. Mais ce n'est pas ça seulement que l'OMS compte dessus. C'est-à-dire, D'accord. le souci de l'OMS, c'est que tout le monde mette la main dans la pâte. D'accord. Si vous voyez, par exemple, dans le contexte du Mali, peut-être les fonds que l'OMS apporte est modeste, mais les plaidoyers que l'OMS fait pour que les autres bailleurs, les autres partenaires financent d'autres maladies, ça va beaucoup plus. Mais ces rôles de régulation, ces rôles de coordination, c'est sur ça sur lesquels nous nous appuyons le plus, puisque nous ne pouvons pas nous transformer en un gouvernement. Là également, on va en parler un peu plus tard. Mais déjà, quelle est la signification que vous donnez au 7 avril? Ouais. Bon, le 7 avril, étant donné que c'était la date de la création de l'Organisation mondiale de la santé, cette date est dédiée
à la Journée mondiale de la santé. Donc chaque année, nous célébrons le 7 avril comme étant la Journée mondiale de la santé. Alors, vous la célébrez comment? On vient, on danse, on fait des discours et puis voilà, c'est tout. Bien. Non, il y a ce que nous faisons, il y a des thèmes, des thématiques. Chaque année, nous choisissons des thématiques D'accord. pour célébrer. Il y a eu des thèmes, par exemple, des hôpitaux sûrs. Il y a une année de Journée mondiale de la santé, où on parlait des hôpitaux sûrs. D'accord. Par exemple, il y a des catastrophes qui arrivent. Vous construisez une structure médicale. Il y a l'inondation qui vient emporter l'hôpital avec les malades. D'accord. Alors que l'hôpital devrait être résilient pour continuer à offrir les soins aux victimes. Et l'hôpital lui-même est victime des catastrophes. Donc vous voyez, il y a des sujets chaque année que nous choisissons. Et cette année, vous avez dit santé pour tous. Et cette année, nous avons choisi santé pour tous. Parce que la santé, elle est toujours pas là pour tout le monde. Juste là, évidemment. 75 ans après. Oui, 75 ans. D'accord. Et comment vous comptez corriger? Oui, évidemment, là, nous partons dans le cadre des défis. Nous accompagnons les pays dans plusieurs façons de faire pour essayer d'équilibrer. D'accord. Dans un premier temps, si vous voyez certain nombre de maladies, par exemple, des maladies qui se retrouvent, que nous parlons de maladies tropicales négligées, qui de façon majoritaire se retrouvent dans nos pays subsahariens. Ces maladies, souvent, ne trouvent pas l'intérêt des firmes pharmaceutiques pour faire des recherches, pour mettre en œuvre de nouvelles molécules, de vaccins, ainsi de suite. Mais l'OMS se débat pour plaider la cause de ces pays pour arriver à entraîner tous les bailleurs dans les programmes d'élimination. Quand vous prenez une maladie, par exemple comme le ver de Guinée. Donc l'OMS, ça fonctionne comme un organe consultatif ou bien? Oui. À la fois organe consultatif, nous faisons la coordination majoritairement. D'accord. Nous faisons aussi l'opérationnel. L'opérationnel, c'est là où nous mettons nous-mêmes le financement sur la table pour faire avancer un certain nombre de projets qui sont à notre portée. Ok. Alors, vous avez dit santé pour tous. Si vous avez choisi ce thème parce qu'il y a un problème là, est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que votre attention a été attirée par le fait que il n'y a pas la santé pour tous? Est-ce qu'il y a un seuil depuis 75 ans? Parce que vous avez dit que c'est l'occasion aussi de parler de ce qui a été posé comme grand acte par l'OMS. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Ok, ce qui a été fait jusqu'ici, il faut d'abord reconnaître qu'on peut retenir. Il y a certainement beaucoup de choses. Il y a eu la lutte surtout contre les maladies. Ça, nous avons, en tout cas, le monde a fait un très grand progrès et ça a contribué. On n'est pas venu à éradiquer des maladies. Il y a des maladies qui ont été éradiquées pratiquement. Il y a par exemple la variole. La variole a été éradiquée. Aujourd'hui, on ne parle plus de variole. La région africaine, en 2021, a été déclarée libre de poliovirus sauvage. Bien qu'à l'heure actuelle, nous avons été infectés par un autre continent, mais la certification qui nous dit que l'Afrique est libre de poliovirus sauvage est toujours valable. Donc à l'heure actuelle, les pays comme Malawi qui ont été contaminés, l'OMS est en train de faire un effort juste pour contrôler cette situation. Ça sont des exemples que je peux donner, mais sinon il y a eu beaucoup d'efforts dans plusieurs autres maladies. Quand vous prenez par exemple la méningite faisait vraiment beaucoup de victimes, surtout dans les pays sahéliens, le Mali, le Burkina et le Niger. Et pour la plupart des temps, c'était 95% des souches des germes qui provoquaient cette épidémie, c'était les méningocoques de souche A. Et à partir de tout ce que l'OMS a investi avec ses partenaires, on a mis au point un vaccin qu'on appelle Menafrivac. Menafrivac a été un vaccin efficace à partir duquel les 3 pays ont contribué pratiquement à éliminer pour le moment cette souche.
quand nous avons des épidémies de méningite à l'heure actuelle, on a plutôt d'autres souches comme les W135, les souches C, ainsi de suite. Mais ce problème a été pratiquement contrôlé au niveau de 3 pays, au niveau du Sahel. Vous voyez des progrès pareils. L'onchocercose, c'est une filariose. Alors aujourd'hui, on a combien de milliards sur la Terre? On parle de... On parle de 8 milliards. De 8 milliards. Ouais, ouais. Alors, ces 8 milliards-là sont pris en charge à quel pourcentage en matière de santé? Bon, en matière de la santé, les chiffres que nous savons, nous avoisinons déjà 50% au niveau de la région africaine. Ah bon? Ouais, ouais. Ça, c'est la réalité que je peux dire. Ok. On avoisine 50%. Et donc, environ 48% encore de populations africaines n'ont vraiment pas accès aux soins de santé. Alors, donc, notre aspiration, c'est vraiment de continuer à faire un effort pour que la santé soit une réalité pour tous. Et quelle explication donnez-vous à cet état de fait? Pourquoi la région africaine est la moins bien servie en matière de bon niveau de plateaux techniques, en matière de formation, en matière de disponibilité des médicaments? En tout, on dit les maladies sont là, mais les moyens sont de l'autre côté. Ben, pourquoi? Oui, alors que l'OMS est là pour tout le monde. Oui, pourquoi on est la vie reste là. Bon, peut-être je peux renverser la réflexion. Si l'OMS n'était pas là, oui, peut-être les choses allaient encore pire. D'accord. Puisque si vous vous imaginez, nous prenons l'exemple de la réponse à la Covid. Je crois que quand il y a eu des recherches sur le vaccin Covid, la plupart des pays industrialisés avaient déjà fait des réservations avant même que les vaccins soient produits. Ouais. Et on ne voyait pas comment la région africaine en général et les pays en voie de développement pourraient avoir ces vaccins. Mais c'est quand même l'OMS a contribué avec l'UNICEF, avec Gavi, pour finalement mettre sur place une initiative que nous appelons COVAX, qui est en train de desservir aujourd'hui tous les pays du monde. Donc c'est ça un peu le rôle que nous jouons. Il faudrait peut-être voir aussi, c'est comme on dit, le verre à moitié plein et à moitié vide. Ok, peut-être que nous, on le voit à moitié vide. Ouais. D'accord, Ouais. Et chacun est dans son rôle. Ouais. Alors, on a parlé de... Quels sont aujourd'hui les grands défis sanitaires? Oui, les grands défis sanitaires. Il y en a aussi beaucoup. Oui, il y en a les beaucoup. Plus saillants. Les plus saillants, c'est cette inégalité d'abord. Et cette inégalité, ne vous en faites pas, ce n'est pas seulement pour les pays en voie de développement. Cette inégalité... Mais c'est plus prononcé ici. Oui, cette inégalité est relevée à la fois au niveau des pays en voie de développement comme au niveau des pays même développés. Puisqu'il y a par exemple des pays industrialisés où nous connaissons, 40% des populations n'est pas assurée. Ils n'ont pas d'assurance médicale. Donc une fois vous êtes malade, vous ne savez pas où aller. Donc ça, ce sont des réalités aussi qu'on retrouve dans des pays industrialisés. Donc la notion de la santé pour tous, je crois que ça ne se limite pas seulement au niveau des pays en voie de développement. Il y a même des pays en voie de développement qui font beaucoup d'efforts. Si vous imaginez, vous prenez par exemple le Mali, à l'heure actuelle, il y a le système d'assurance maladie où 3 millions au moins de la population est souscrite. Imaginez-vous, c'est un grand progrès. Et ces 3 millions sont traités par le gouvernement gratuitement. Et je crois que ça, ce sont des progrès qu'il faut quand même mettre pas sur gratuitement, la table. Oui. Voilà. Oui, ils sont des indigents. Bon, il y a l'État qui paye, évidemment, mais au niveau de la population, c'est gratuit. Ça, c'est quand même quelque chose de louable il faut mettre sur la table. Donc, c'est ça. Donc, il y a ces défis d'inégalité qui n'est pas seulement à notre niveau. Il y a les défis, par exemple, de consommation de produits toxiques. Le tabac, ainsi de suite, l'alcool. Il y a des gens, la population des communautés qui excellent dans ces domaines-là. Heureusement, ce n'est pas tellement le cas du Mali. Le Mali, d'ailleurs, a eu 5 fois de médailles de mérite pour la lutte anti-tabac ici.
ce qui est une très bonne chose que je tiens à souligner pour votre connaissance. Donc vous constituez aussi un très bon élève à cette matière-là. Et on constate aussi les maladies non transmissibles avec le mode de vie actuel, la sédentarité, tout ça. Et ça augmente le diabète, l'hypertension. Ce sont des tendances qui augmentent. Nous avons aussi tout ce qui concerne le dérèglement climatique. Comme je disais, et ça se répercute finalement sur le secteur santé, puisque du jour au lendemain, on se retrouve avec beaucoup de victimes. D'accord. Et même des séismes, des catastrophes naturelles, ainsi de suite. Si le gouvernement ou la communauté ne construit pas de manière résiliente aussi les structures sanitaires, et tout s'écroule. Et tout ça aussi, ça prive aussi la population d'accès aux soins de santé. Ok. Ouais, ouais. Il y a cet autre problème quand même. Il y a ça et les populations africaines. Ça, c'est la prolifération des médicaments qui ne sont pas dans les normes. Ouais, évidemment. Ouais, et qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour protéger la population? Là également, le mal est en Afrique. Hein. Oui. Pas toujours. Il ne faut pas voir l'Afrique comme si nous sommes les derniers sur Oui, mais on n'a jamais. Mais il y a quand même de bonnes choses, qui se passent aussi à notre niveau. Justement, on va s'apaisantir sur ce qui ne va pas. Voilà. Ce qui est bon est déjà acquis. Hein? Oui. Voilà. Bon, à ce qui concerne tout ce qui concerne les aspects d'antibiotiques, il y a un système de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, nous faisons. Et il y a aussi cette politique, nous appuyons aussi les pays pour faire tout ce qui concerne... Concrètement, comment l'OMS appuie, accompagne, aide les pays qui sont victimes de cette pratique-là et à la raboter, pas... Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Voilà. Quelle est votre contribution? Parce qu'il y a des études, on ne sait pas si c'est des critiques de mauvais aloi ou bien si c'est bien fondé, qu'il y a dans certains pays, par exemple au Mali, il y en a qui le disent, hein, qu'il y a plus de 60% des médicaments qui ne sont pas dans les normes. C'est vérifié ou pas? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites pour accompagner nos États? Ce qui est valable ici au Mali, c'est pareil aussi dans les pays de la sous-région, les pays voisins. Ils vivent la même réalité. C'est ça. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans ce Concrètement, ce que l'OMS fait, mais cette lutte-là, il faut être conscient que ce n'est pas totalement l'OMS qui peut le faire, puisque l'OMS n'a pas ses pouvoirs, par exemple, coercitifs sur tous ces réseaux. Mais néanmoins, ce que l'OMS fait, l'OMS met à la portée des pays du monde tout ce qui concerne l'expertise en termes de contrôle qualité. Le contrôle qualité peut facilement dénicher des produits qui sont des faux médicaments, puisqu'il y a des principes actifs, par exemple, où on retrouve, par exemple, que vous prenez un antibiotique, vous faites le contrôle qualité, vous trouvez, par exemple, au lieu qu'on ait la totalité de tout ce qui concerne les principes actifs là-dedans, vous avez 10% de principes actifs. Ou même d'autres produits qui remplacent le principe actif qui devrait être dans ces médicaments. C'est ce qu'on dit, c'est les médicaments, si ça ne te cause pas d'autres maux, ben, dans le meilleur des cas, ça ne te soigne pas parce que ça n'a pas, il n'y a pas de principe actif. Il y a même des médicaments qui ont créé des problèmes, par exemple des blocages au niveau rénal, ainsi de suite. Dernièrement, pour ne pas citer, il y a un pays voisin où il y a eu cette déclaration et finalement, nous avons pu alerter plusieurs pays pour dire que tel type de sirop enfant, il ne faudrait pas acheter puisque ce sont des faux produits qui créent plus de décès chez les enfants. Donc nous jouons un rôle aussi là-dessus. D'accord. En attendant, on va souhaiter la bienvenue à Monsieur le Ministre. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ok. Bonjour. Vous n'êtes pas en retard, hein, parce qu'on n'a pas épuisé d'abord la demi-heure. Il vous est réservé une demi-heure pour parler de votre sujet. Et on va quand même vous dire que vous êtes sur ce plateau avec Monsieur le docteur Itama Maïkouli Christian. Il est le représentant de l'OMS au Mali. On est en train de parler de l'Organisation mondiale de la santé qui a célébré le vendredi dernier. C'est bien cela? C'est 75 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'ils ont dans le pipe? Et quelle est la place de l'Afrique dans tout cela? Ben, vous prononcez là-dessus. En tout cas, j'allais vous relancer sur cet autre sujet qui porte maintenant sur
les médicaments traditionnels. Ok. Et est-ce que j'ai dit l'ORTM, voilà, l'OMS a trouvé une articulation harmonieuse entre la médecine traditionnelle et la Ok. médecine conventionnelle? Mais déjà, 75 ans de l'OMS, avec quel regard? Bon, et tout d'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être sur ce plateau avec vous ce matin pour parler non seulement des 75 ans de l'OMS, mais aussi de la solidarité pendant ce mois béni de Ramadan. L'Organisation mondiale de la santé est un partenaire très important de notre département, le département de la santé et du développement social. Il nous accompagne sur pas mal de programmes au niveau que ce soit santé et d'autres activités de relèvement au niveau de la population. Bon, moi je pense que d'une manière générale, l'organisation joue pleinement son rôle, mais le dernier sujet dont vous venez d'aborder par rapport à la médecine traditionnelle et par rapport à d'autres découvertes au niveau de l'Afrique doivent être prises en compte. Nous avons vu tout récemment dans un pays, il y a des spécialistes qui ont développé des médicaments contre le paludisme qui tardent quand même à être homologués au niveau international. Je pense qu'on doit revoir tout ce concept-là. Beaucoup a été fait, à mon humble avis, mais beaucoup aussi reste à faire pour le bien-être de la population mondiale. Alors, on a des volets là, hein, une question des volets. Pour boucler avec vous, Ouais. articulation médecine traditionnelle, médecine conventionnelle. Ok. Et puis c'est que monsieur le ministre a dit en termes policiers, je vous dis clairement, Ouais. et quand les recherches là, au niveau de l'Afrique ne sont pas du tout bien appuyées par l'OMS, c'est une évidence, ça traîne. Voilà, quand ça vient de l'Afrique, bon, on n'appuie pas. C'est l'argent qui manque ou on ne sait pas ce qu'il se passe, mais ce n'est pas boosté à hauteur des souhaits. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, bon, comme je dis toujours, bien sûr, il faut reconnaître dans un premier temps que l'OMS, la région africaine de l'OMS, a mis au point tout un programme de médecine traditionnelle. Et moi-même, j'ai été un point focal de ce programme en Guinée. Et à ce titre-là, avec les chercheurs même au niveau de la Guinée, nous avons accompagné la recherche jusqu'à mettre au point un certain nombre de médicaments qui étaient des anti-hypertension, hein, à travers leurs propriétés diurétiques, c'est-à-dire quand vous prenez ces médicaments, évidemment ça favorise la miction, donc vous urinez beaucoup et ça fait diminuer la tension. Et ça sont des faits concrets. À l'heure actuelle, ces médicaments sont sur le marché. Et même au niveau du Mali, il y a des recherches pour lesquelles qui ont mis au point aussi certains médicaments à partir des recherches médicales dans nos facultés, à partir de nos médecines traditionnelles qui sont sur le marché. Ouais. Donc nous, on apporte un appui dans ça, évidemment. Nous ne sommes pas arrivés à faire des produits jusqu'à une industrialisation à large échelle, ça il faut reconnaître, comme disait le ministre, mais les efforts sont en cours dans ce sens-là. Donc nous sommes là, il y a tout un programme pour accompagner les pays dans ces cadres et il y a beaucoup de pays qui ont bénéficié jusqu'à l'heure actuelle par rapport à ça. Oui, ce qui paraît quelque peu extraordinaire, 75 ans de marche, on n'a pas vu encore aujourd'hui publier un médicament. La recherche, elle était faite en Afrique, le médicament, le voici, contre telle maladie, jamais on l'a vu. Mais c'est un peu bizarre. Est-ce que par exemple, on a vu le cas du paludisme, il n'y a pas de vaccin jusqu'à 75 ans, alors qu'avec l'histoire, là, comment ça s'appelle Covid-19, là, on a vu les vaccins qui sont sortis comme ça en quelques semaines. Bon, pour votre information, voilà, allez-y, on est là pour savoir. Nous avons déjà un vaccin contre le paludisme qui est mis au point. Ces vaccins à l'heure actuelle sont en train d'être utilisés au niveau du Ghana, au niveau du Kenya et au niveau de Malawi. Ça vient d'où? C'est mis au point par une firme avec évidemment l'appui de l'OMS et l'expérimentation est faite. Les recherches sont faites en Afrique. En Afrique? Oui. Donc c'est le cas de Ghana, le Kenya et le Malawi
nous allons en tirer une conséquence et je crois, c'est sûr que ça va être élargi sur toute l'étendue des pays qui sont à forte endémicité de paludisme. C'est déjà une réalité depuis quand? C'est déjà effectif. Je bon? peux vous partager D'accord. l'article et même les publications par rapport à ça. Ah bon? Ouais, ouais. Ok. Ouais. Peut-être que l'information n'a pas été suffisamment vulgarisée. Ok. Ben, c'est bien, c'est un point de gagné. Ouais. Ça n'est pas beaucoup, mais un peu de beaucoup mieux que beaucoup de rien. Il y a des maladies comme Ebola. Uh-huh. Vous ne retrouvez ça pas facilement ailleurs. Mais à l'heure actuelle, il y a des vaccins. Il y a des vaccins qui ont été mis au point. Ebola, oui. Qui ont été préqualifiés par l'OMS. C'est une maladie au niveau africain. Mais nous avons des vaccins actuellement. Les Erzebov, par exemple, ces vaccins sont mis au point. D'accord. Et à l'heure actuelle, quand il y a des épidémies, on a la facilité de contrôler cette épidémie à partir de ces vaccins. Donc ça sont des recherches concrètes et des réalisations concrètes à partir desquelles vous pouvez quand même dire qu'il y a eu quelque chose au niveau de la région africaine. Alors, un dernier point avec vous, c'est vous qui l'avez dit l'autre jour, hein, et vous avez réaffirmé l'engagement de l'OMS pour accompagner le Mali dans ses objectifs sanitaires. Comment vous le faites? C'est-à-dire, comment ça se passe la collaboration entre l'OMS et puis le gouvernement malien en matière de santé? Bon, à titre de rappel, le Mali est devenu État membre de l'OMS le 17 octobre 1960. Ça fait 63 ans maintenant que l'OMS travaille avec appui, comme conseiller à la fois du ministère de la Santé et du Développement social du Mali. Bon, dans tous les pays, il y a des outils qui régissent le fonctionnement, la collaboration de l'OMS. Nous avons le cadre de coopération qui est fait normalement sur la base de 5 ou 6 ans. Et nous avons également des plans opérationnels chaque 2 ans. Et dans ces plans opérationnels-là, nous allons, tout ça, c'est rédigé en collaboration avec le ministère de la Santé, de tutelle, qui valide évidemment le texte. Et à partir de ça, nous mettons en œuvre. Et en mettant en œuvre, il y a plusieurs axes, évidemment. Il y a par exemple les axes du système de santé. Et nous continuons à apporter un certain nombre d'appuis, par exemple la santé numérique, en association avec le PNUD, de quoi nous appuyons le ministère de la Santé à mettre en œuvre ça. Ça aussi, ça contribue dans le cadre de couverture de santé universelle. Il y a des luttes contre les maladies, comme je disais. Il y a les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles. Nous jouons aussi un peu de rôle dans les crises humanitaires. Par exemple, l'accès aux soins de santé pour les personnes déplacées. Crise humanitaire, monsieur le ministre est là, vous l'attestez, monsieur le ministre. Il est là. Il y a aussi la santé promotionnelle, tout ce qui concerne la prévention, tout ce qui concerne les mesures, les changements de comportement par rapport aux risques sanitaires, tout ça. Tout c'est à travers les communications des risques et engagements communautaires. Tout ça sont les aspects et des activités que l'OMS apporte en appui de ce que tous les partenaires font et en appui au ministère de la Santé, évidemment. D'accord. Ouais. Merci. Alors, on va passer au deuxième sujet. L'équipe en charge des œuvres sociales du président de la transition, dirigée par le colonel Assa Badialo Touré, qui vient de mettre à la disposition des veuves de militaires de Sikasso et Ségou 78 tonnes de produits alimentaires, une action qui s'inscrit dans le cadre des initiatives humanitaires pour le mois de Ramadan. Voilà, veuve de militaires de Sikasso et Ségou. Il y avait du sucre, il y avait des bidons d'huile, il y avait du mil, il y avait du riz. Voilà, monsieur le ministre, on est au communième jour. Ramadan, vous comptez même pas? Bon. Ok, d'accord. Je pense qu'on est au 18e jour. Au 18e jour? Je pense, naturellement. Avec la chaleur, on supporte bien quand même. Bon, le Ramadan, c'est d'abord avant tout une question de foi. Que ce soit la chaleur, le manque de repas ou d'eau, c'est lié à la foi. Vous imaginez quand déjà le repas de souhour qu'on prend, déjà le matin après les premiers besoins, c'est parti. On ne tient la journée qu'à travers notre foi. D'accord. Donc à travers la foi, on peut supporter, Inch'Allah, ce mois d'abstinence
d'adoration, de grande spiritualité, pour régénérer même les organismes de l'être humain. Le jeûne n'est pas que spirituel, mais c'est aussi santé. D'accord. Alors, lorsque nous vous recevons sur le plateau, c'est toujours avec deux casquettes. On va dire Monsieur le ministre, on va également dire l'imam. C'est bien cela. Alors, quel est le discours de l'imam pour ce mois de Ramadan, à l'intention du peuple malien? Tout d'abord, vous savez, le mois de Ramadan, c'est le mois le plus important selon la communauté musulmane, selon le Coran. Et c'est vrai, c'est ce mois qui a été institué lors du deuxième année de l'hégire du prophète quand il a quitté la Mecque pour la Médine. Et ça a été institué, c'est une obligation pour tous les musulmans d'observer le jeûne pendant ce mois béni de Ramadan qui nous permettra, Inch'Allah, d'atteindre la piété. Et la piété qui est un levier très important pour renforcer la cohésion sociale, le pardon et l'entraide et surtout cultiver l'amour du bien-être de son prochain. Parce que l'être humain est au cœur de tout processus sur cette terre. Donc si nous avons une personne bien formée, bien éduquée, qui sait préserver le droit de tout un chacun, ça nous permettra d'avoir une société modèle. Donc c'est ça l'objectif en réalité des religions en général, et de l'islam en particulier, avoir un citoyen modèle. Donc le jeûne nous permet, nous avons accepté d'observer, de jeûner pour Dieu, et cela nous a permis de se priver de beaucoup de comportements qu'on faisait pendant le reste de l'année, mais cela doit continuer pour le bien-être de la société en fait. Donc le message que je lance à la population malienne pour ce mois béni de Ramadan, c'est de continuer non seulement à prier pour la nation, chose dont nous avons besoin aujourd'hui. Au moment de rompre le jeûne, le prophète alayhi salam, il a dit, le jeûneur, tout ce qu'il demande à Dieu en général est accepté. Donc mettons le pays dans nos cœurs au moment de la rupture pour invoquer Dieu afin qu'on retrouve la paix, la quiétude et surtout le vivre ensemble dont nous rêvons tous pour nos pays. Alors, moment de piété, période de sacrifice et de don de soi, mais également d'humanisme, d'humanité, d'altruisme. Là, nous sommes dans votre registre. Et on a vu la représentante du président de la transition en charge des actions sociales qui allait remettre donc des vivres aux veuves militaires de Sikasso et de Ségou, mais c'est une action parmi tant d'autres. Alors, comment vous avez occupé ce temps, cette période de Ramadan à ces œuvres humanitaires? Vous savez, quand on met un imam à l'humanitaire, c'est le quotidien. Comme je le disais tout de suite, ce mois aussi est mis à profit pour rappeler aux riches le temps qu'ils font, c'est-à-dire pendant la journée privés de la nourriture, de l'eau. Ça leur rappelle qu'il y a des pauvres qui vivent cette situation pendant toute l'année. Donc, raison pour laquelle nous avons beaucoup de philanthropes qui agissent pendant le mois de Ramadan. C'est un rappel pour eux, ça doit continuer. Mais déjà, avec le président de la transition, moi je l'ai dit tantôt, sans trop flatter notre commandant en chef, qui est le président, il a quand même su prendre cette politique sociale pour le peuple malien. D'abord, depuis son investiture, il a donné le ton. Je renonce aux 2/3 de mes fonds de souveraineté pour la cause des plus démunis. Donc, et d'où les œuvres sociales de la présidence, à travers le fourrage, à travers les distributions de vivres, à travers l'assistance à certaines personnes malades qui n'ont pas de ressources pour se soigner, et à travers beaucoup d'autres actions. Et depuis l'année dernière, il a initié aussi l'opération Ramadan. Comme on l'a dit, ce mois, c'est un mois de grande spiritualité, mais c'est aussi un mois de partage. Nous, au niveau du gouvernement, on ne peut qu'appuyer cette initiative du président. Ce n'est pas que la région de Sikasso, c'est dans toutes les régions du Mali et le district de Bamako. Que vous menez les mêmes actions. Et que le président, c'est l'opération Ramadan, et que le département, bien sûr,
en charge de l'action humanitaire de la solidarité, appuie qu'il y a une politique nationale d'assistance qui prend en compte non seulement le mois de la solidarité, mais également les grands événements des communautés, des différentes communautés du Mali, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans et autres. Nous avons une politique d'accompagnement à chaque fois que le besoin y est. Donc dans c'est ce vous sens, qui éclairez le chemin, c'est vous qui indiquez, là on doit mener. Exactement, parce qu'en réalité, le président, ses œuvres sociales, nous sommes comme tous les gouvernements au service du président, naturellement, mais nous restons quand même la technicité sur le terrain, le suivi pour que tout ce qu'on donne arrive aux vrais bénéficiaires. Donc c'est vraiment le département de l'action humanitaire et de la solidarité. Très bien. Alors, monsieur Itama Maïkouli Christian, c'est également le carême, la période du carême, c'est fini? Non? Pas encore? Oui, la période du carême est observée aussi chez les chrétiens. Chez les chrétiens? Oui, c'est pas fini, ça? Avant les Pâques. Et c'est fini, puisque aujourd'hui, aujourd'hui c'est la fête des Pâques. Ah, c'est Pâques? Ok. Pâques. Ah, ben ça finit là. Ah, ben très bien. Donc, vous étiez en train de gêner aussi. Hein. Évidemment. Ok. Alors, avec quel regard, là, vous voyez cette action humanitaire du président de la transition au Mali? Oui. Parce que vous avez sillonné quand même beaucoup de pays en tant que représentant de l'OMS, beaucoup de pays musulmans. Comment ça se passe? Oui, c'est avec beaucoup de satisfaction et admiration même, hein, de voir toutes les œuvres que le président de la transition est en train d'effectuer, surtout dans le cadre des actions humanitaires. C'est à plusieurs reprises que je vois ministre chargé des actions humanitaires à travers la télévision. Hein. Une fois même à Tombouctou, j'ai vu comment il était avec la population pour aider la population, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'actions du gouvernement dans le cadre humanitaire. Il y a des ambulances, ainsi de suite, qui sont données par-ci, par-là. Il y a pas mal d'actions humanitaires que nous sommes là juste pour vraiment apprécier. On voit dans quel... C'est très admirable de voir qu'un chef d'État qui s'occupe à la fois de la santé de la population et du bien-être de façon globale de sa population. Ça se lit, on n'a même pas besoin de chercher. Ça se lit à travers toutes les œuvres que M. le ministre venait de le dire. Et nous sommes là vraiment pour accompagner le gouvernement dans ce cadre-là et ça nous motive comme partenaires, ça nous motive davantage puisque l'environnement dans lequel aussi le gouvernement nous a mis, nous retrouvons vraiment dans le confort, puisqu'on reconnaît aussi ce que nous faisons. Et nous reconnaissons vraiment au juste titre aussi tout ce que le gouvernement fait pour sa population dans le cadre de bien-être. Alors, monsieur le ministre, là vous conforte dans votre position? Oui, naturellement. Vous savez, nous avons un pays de solidarité légendaire. Le Mali, pour qui connaît ce peuple... Comme je le disais tantôt, c'est souvent ce pays où tu effectues un voyage sur n'importe quel village ou ville du Mali sans connaissance ni rien. Une fois à destination, vous trouverez un toit où dormir, on vous donne à manger gratuitement, vous êtes hébergé souvent le temps que vous voulez. Donc, chaque pays, chaque nation, comme je le disais, surtout nous sommes à l'ère de la refondation. La refondation, pour moi, il ne s'agit pas d'amener un nouveau type de Malien. Chaque nation est parvenue à bâtir sa souveraineté sur des principes. Et parmi ces principes, le Mali, le social occupe une part très importante. Et cela doit être renforcé et a été compris par les autorités de la transition sur la clairvoyance du président de la transition et de son premier ministre. D'où l'avènement de ce département dédié exclusivement. Nous sommes en guerre depuis 2012 où nous avons une crise humanitaire très aiguë et il fallait soutenir les efforts de l'armée par le social. Parce qu'aujourd'hui, la guerre qui est opposée au pays, c'est la guerre asymétrique, c'est-à-dire le terrorisme. Les armes ont un rôle très important à jouer, mais le social doit renforcer. Comme je le disais, les militaires neutralisent les terroristes, mais le social doit neutraliser les sources de recrutement des terroristes. Donc ce mois de Ramadan nous permet encore de renforcer ce lien entre les gouvernants et les gouvernés.
D'accord. Alors, monsieur le ministre, si on vous comprend, est-ce que le social, ça consiste à donner seulement? Est-ce que le social ne devrait pas également à donner pour que celui à qui on donne puisse se passer du fait à ce qu'on lui donne? On a une politique C'est dans ce passer sens. de l'aide. Par C'est- exemple, vous avez apporté des appuis cette année à un groupe. Est-ce qu'avant l'année prochaine, on ne peut pas trouver le moyen de subsistance, le moyen de résilience à cette couche-là pour qu'elle puisse se passer de votre aide l'année prochaine? Est-ce que c'est pas là aussi le social? Exactement. Vous savez, au niveau du département en charge de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, c'est-à-dire ce qui tape à l'œil tout de suite, c'est les distributions gratuites, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau de notre département. Mais nous avons toute une politique d'accompagnement de ces couches vulnérables. Nous avons le développement des activités génératrices de revenus à l'endroit non seulement des veuves militaires, mais aussi de la population vulnérable, que ce soit les populations déplacées, que ce soit d'autres couches, d'autres jeunes qui ont l'idée de l'entrepreneuriat, comment les accompagner. Parce que ce département également est en charge des politiques de lutte contre la pauvreté. Donc du coup, ça, en général, ce sont des activités des accompagnements. Par exemple, vous allez sillonner les sites de déplacés aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a des bœufs, qu'il y a des moutons et autres. Ça, c'est le financement des activités génératrices de revenus, des activités proposées par les bénéficiaires. Nous leur donnons non seulement des formateurs dans ce sens, d'où dans nos perspectives, vous avez vu tout dernièrement, j'étais à Gao où j'ai visité le village d'espoir. Ce village d'espoir, nous allons expérimenter beaucoup d'activités à ce niveau. Parce que je suis parti d'un constat, même le fait qu'on donne tous les jours crée le mouvement de population. Donc, pour renforcer non seulement les populations hautes sur place, mais également les populations déplacées, nous sommes en train de passer de l'humanitaire aux solutions durables. Donc de faire ce pont entre l'humanitaire, le développement pour aboutir à la sécurité. Parce que tant que les jeunes qui sont tentés de suivre les terroristes n'ont pas de quoi à s'occuper. Tant qu'ils seront dans les besoins, voilà, ils seront tentés, ils seront des proies faciles. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, de 2021 à nos jours, le département de la santé et du développement social, plus précisément celui dont je m'occupe, qui est le social, nous avons à notre actif le financement de plus de 2000 activités génératrices de revenus. Ah bon, dans quelle région? Dans pratiquement Partout? toutes les régions, sur l'ensemble des 200 sites de déplacés, mais également à travers les communes vulnérables, même à travers certaines couches vulnérables comme les handicapés et autres à Bamako et environnement. Alors vous les avez financés, est-ce que vous avez un retour? Si nous avons un suivi, il y a un taux de réussite satisfaisant? Souvent, le taux de réussite, je pourrais dire que c'est passable, parce que souvent, comme on l'a dit, certains pensent que l'accompagnement, c'est toujours gratuit, d'autres y prennent et puis ils mangent et puis continuent. Mais dans la majeure des cas, nous avons... L'autre jour, j'ai visité un espace maraîcher où la population a attesté que la plupart des filles de leur village ne sont pas venues à Bamako l'année dernière. Ah bon? Parce qu'elles ont eu du quoi à s'occuper au village. Vous êtes parvenus à les fixer sur place. Exactement. Donc c'est ça mon objectif. Quand les ressources vont suivre nos politiques, souvent le plus gros problème aujourd'hui au niveau de mon département, c'est la mobilisation des ressources. Donc nous sommes vraiment en train de travailler sur ça. Et alhamdoulilah, l'ensemble des partenaires du Mali aujourd'hui, ceux qui sont restés à côté de notre pays, je les salue de passage pour leur accompagnement. Comme on l'a dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît nos vrais amis. Aujourd'hui, cette politique, ils ont compris que nous devrons tous, dans nos programmes futurs, faire le pont entre l'humanitaire, le développement pour aboutir à la sécurité. Donc, ils ont adopté dans les perspectives, dans l'ensemble des programmes aujourd'hui, nous retrouvons des projets pour les couches vulnérables. Ce n'est pas que donné. Il a dit un passage, je salue l'OMS, nous, vous savez, la prise en charge sanitaire des populations déplacées, elle est gratuite. Accompagnement total de l'État et de ses partenaires. Donc sur l'ensemble de ces sites, nous avons des visites médicales,
et des distributions gratuites de médicaments. L'OMS nous a Mais monsieur le ministre, de passage, les conditions de vie ne changent pas du tout sur ces sites de déplacés ici à Bamako. Oui, sur ce point, les gens, vous savez, d'abord, ils sont sur des sites privés dont les propriétaires n'acceptent pas des investissements durables. D'accord. Donc, raison pour laquelle, et puis, mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne peut pas trouver... Vous savez, l'objectif... On ne peut pas les loger ailleurs. L'objectif des terroristes, c'est quoi? C'est de vider le nord et le centre pour s'occuper des ressources du pays. Absolument. Donc, en fixant ces populations déplacées à Bamako, nous allons favoriser cela. Donc, raison pour laquelle notre objectif, c'est de les faire retourner dans les villages d'origine. Mais en attendant, dans des conditions de vie quelque peu améliorées quand même. Si, vous savez, j'aimerais pas faire une comparaison, mais ce qui est sûr, je peux dire, le plus gros problème qu'on a, souvent les gens font la fixation sur le site de Faladje. La plupart des populations déplacées qui sont là-bas, ce sont des marchands et non des populations déplacées. Parce que déjà, avec la cohabitation avec le marché de bétail, avoir un environnement sain est très difficile. Donc, raison pour laquelle le ministre a proposé à plusieurs reprises, je les ai sensibilisés, j'ai été sur le site, je les ai proposé d'autres sites pour les délocaliser afin qu'ils aient un environnement sain. Mais puisque la plupart c'est des marchands de bétail, ils disent niet, ils ne veulent pas bouger. Donc il y a aussi, particulièrement autour de ce site de Faladje, donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus économique. Ouais, donc la spécificité de ce site est que bien avant la crise, nos compatriotes quittaient les campagnes pour venir vendre leur bétail et retourner. Donc pendant leur séjour, ils habitent là-bas. Donc, vous savez, les nomades, les nomades, on n'a pas besoin de building pour habiter. Hein. Donc, c'est un peu ça la spécificité de ce site. Sinon, si vous partez sur les autres sites, nous avons ce problème sur le site de Faladje et de Niamana. Parce que c'est proche du marché de bétail. Mais quand même, sur les autres sites, les conditions sont un peu acceptables, bien que c'est des sites privés. Et nous continuons à les améliorer. D'accord. Ok. En tout cas, ceux qui sont retournés dans leur lieu d'origine, là, ça va, les conditions de vie? Oui. Vous les voyez? Nous continuons le suivi parce que vous savez, la politique humanitaire au Mali, notre quotidien a pris le dessus sur la gestion humanitaire. Sinon, normalement, l'humanitaire, c'est la gestion des urgences. L'État doit être là, les partenaires doivent être là pour un temps bien précis, de 3 à 6 mois. Donc le reste, normalement, c'est eux qui doivent continuer. Mais malheureusement, notre pays, on ne peut pas faire cela. Le président de la transition, il a dit, tant qu'on peut, il faut rester aux côtés de ces populations. Il faut les assister. Il faut les assister. Donc nous continuons. Raison pour laquelle, au niveau des villages de retour, au niveau des villages d'origine, nous travaillons à améliorer les conditions. C'est-à-dire, ceux qui bénéficiaient au niveau des sites de déplacés, de faire la même chose au niveau des villages de retour. Tellement aujourd'hui, j'ai dit que le retour spontané aussi est favorable à l'État, mais en même temps, souvent, c'est difficile à suivre parce que déjà, alhamdoulilah, avec les opérations de l'armée, moi je l'ai dit l'autre jour sur un plateau, la sécurité totale aujourd'hui dans le pays n'est pas encore arrivé. Mais grâce à la montée en puissance de l'armée, moi j'ai beaucoup d'indicateurs. Parce que j'ai beaucoup de zones où les populations retournent de manière spontanée. Ils n'ont même pas besoin de nous attendre pour les accompagner. Dès qu'ils savent qu'il y a un peu d'accalmie dans leur localité, ils retournent de manière spontanée. Et ensuite, nous, on mobilise le peu de ressources qu'on peut pour les accompagner en termes de vivre dans un premier temps. Essayer de voir comment réhabiliter les centres de santé qu'ils avaient, les écoles qu'ils avaient. Nous avons vraiment toute une politique de suivi dans ce sens. Raison pour laquelle nous avons créé aussi l'idée du village d'espoir. Ça nous permettra de filtrer et puis de mieux accompagner leur retour. Ok. Alors, en une phrase, c'est l'heure du journal de 13h, mais vos voeux pour le reste du mois de Ramadan pour le peuple malien, quel message? Le message, il est très clair et simple. Nous pouvons réussir tous les paris, mais si nous n'arrivons pas à mettre les cœurs et les esprits des Maliens ensemble, le développement serait difficile. Donc, raison pour laquelle je demande à tous les Maliens de faire violence sur eux-mêmes, de regarder dans la même direction, d'accompagner les autorités actuelles.
nul n'est parfait dans la vie. Nous avons nos acquis, nous avons nos manquements, mais de comprendre que la politique engagée par le président de la transition a besoin du soutien populaire. Aimons-nous vivants pour le bien-être de notre pays. Très bien. Merci. Ramadan Moubarak à tout le monde. Ok. Merci beaucoup. Alors, bonne fête de Pâques à vous, monsieur Itama Maïkouli Christian, représentant MES au Mali. Ouais. Et bonne fête de Pâques, c'est bien cela? Oui, merci. Ok. Et bonne fête d'anniversaire également pour les 75 ans de l'OMS. Merci beaucoup. Ok. Merci. À vous aussi, monsieur le ministre, merci. Bon suite de Ramadan. Merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, le journal de 13h, c'est avec Abibatou Koya Diakité. Le prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, Inch'Allah. Dimanche prochain, canal 12-13. Excellent après-midi dominical sur Hors Thème 1.